Chronique chasse et pêche aujourd'hui avec notre invité FX. On parle aujourd'hui du sport de chasse après la grosse saison niveau chevreuil et orignaux. Qu'est-ce qu'on peut faire après la saison? Qu'est-ce qui est plus accessible aussi? Puis qu'est-ce qui peut nous rester comme activité dans la saison? Oui, salut les gars. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler plus d'activités, justement, après le gros gibier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soit occuper nos enfants ou nous occuper ou d'essayer de nous faire triper en forêt? Il y a plusieurs activités qu'on peut faire et qui peuvent être très utiles pour notre grosse saison. En premier temps, dès que la chasse est terminée, la meilleure période pour préparer notre prochaine saison, c'est quand ça termine. On fait une prospection terrain, on voit qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le terrain, les signes de route, les sentiers de cervidés. On va aller voir à quel endroit qui ont plus fréquenté l'habitat ou les endroits où il n'y a pas eu de chasseurs. Est-ce qu'il y a eu de l'activité dans ce secteur-là? Ou exemple, fin novembre, début décembre, dès qu'il y a de la neige au sol, les sentiers de chevreuil, c'est où que ça passe? Allez voir, c'est où qu'ils ont frotté, c'est où qu'il y a eu des grattages. Bref, c'est le meilleur temps pour investiguer autant pour l'orignal que pour le chevreuil. Fait qu'il y a vraiment moyen de rester actif, même si la saison, si on veut, principale est finie, oui, pour se préparer pour l'an prochain. Absolument, on peut même ériger des salines, faire des sites d'affût. C'est le meilleur temps parce qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de moustiques, il fait frais, on est bien, on peut se faire un feu dehors, on peut se faire un petit pique-nique. Moi, c'est ma période que j'aime le plus. Puis dans cette période-là, je pense aussi qu'il y a différentes façons d'aller chercher un peu des activités chasse, mettons, moins dispendieuses, plus accessibles aussi pour quelqu'un qui voudrait s'initier ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement aussi les moyens. Donc, plus familial. Exact. Le classique au niveau provincial, c'est une coutume qui date de nos ancêtres, le colletage du lièvre. Okay. Le colletage du lièvre, on le sait, tout le monde dans notre famille a déjà récolté un lièvre pour faire une tourtière. C'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes. Le colletage du lièvre, premièrement, c'est une activité qui nous fait marcher. On se cachera pas, on fait pas ça en camion. C'est de quoi d'accessible proche des grands centres, proche des maisons. On a un beau petit boisé avec du petit sapinage, avec du jeune feuillu. On va être en mesure d'aller chercher de l'accessibilité pour cette activité-là, avec autant que les enfants, les personnes moins jeunes. On peut en faire avec tout le monde. C'est pas très onéreux. Un permis de colletage, ça coûte une vingtaine de dollars. C'est ça que j'allais te demander. Mettons que tu es en train de me convaincre que moi, je peux-tu aller faire ça demain matin? Ça prend des permis? Comment ça fonctionne? Le permis de colletage, tu peux l'avoir dans un détaillant de chasse à pêche ou sinon tu peux y aller avec un arme à feu, avec ton cours de chasse. Donc un permis de chasse au petit gibier, le même qu'à la perdrix. Après ça, tu peux y aller avec tes enfants. C'est simple. Tu peux y aller aussi avec du monde d'expérience. Là, tu donnes un cours colletage 101, tu installes ça où, un collet? Ça prend-tu ça a l'air de quoi, une piste de... Un endroit pour le lièvre, c'est de la jeune forêt. La vieille forêt, oui, c'est bon, mais l'idéal, c'est une jeune forêt. Pourquoi? Parce que les arbres sont serrés. C'est un habitat qui va être très dense, très sale, entre guillemets, qui va aussi avoir des bonnes cachettes. Le lièvre va se sentir en sécurité là-dedans. Puis aussi, où il y a des jeunes repousses de feuillus. Des jeunes ramilles de bouleau, des repousses d'érable. Le lièvre va aller gruger ça tout au long de l'hiver, même durant l'automne. Donc, c'est des endroits de choses que je vais faire, soit faire des enclos, genre des endroits où je vais mettre plusieurs collets, là, avec des embarras, là, avec des petits sapins ou des choses comme ça. La fois, tu cibles un secteur, puis tu tends... Un couvert très dense. Okay. Les gens, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est pas des endroits où il y a des forêts matures, c'est vraiment des endroits où il y a un couvert très dense, qu'on parle des sapins qui ont moins de 30 pieds de haut, puis t'as de la misère à marcher au travers. C'est vraiment une place très sale, comme une plantation un peu de sapins de Noël qu'on voit souvent en Beauce, des places de même. C'est vraiment des plantations très serrées. Puis souvent, exemple, des tailles qui ont déjà été bouchées, qui ont eu des replantations par des gros regroupements forestiers ou des instances sylvicoles. Ça va créer justement des endroits où il y a du lièvre. Puis c'est vrai, ça, ce qu'on dit, que, mettons, qu'on trouve justement des traces, on a de l'activité chez nous, on veut s'essayer, que les lièvres ont tendance à toujours avoir les mêmes habitudes, toujours passer par les mêmes trails. S'il y a de la nourriture, oui. OK. Si, exemple, il y a des petites ramilles, là, des petites repousses de feuillus, ils vont se tenir là, puis tu vas avoir des crottins dans la neige. Tu sais, des petites glacettes là, classiques là, qu'on a déjà vues, là, avec des traces de lapin, ben tu vas suivre ça. Puis idéalement, c'est pas trop contaminer l'habitat. Tu sais, exemple, si tu vois que les chevreuils, pas les chevreuils, les lièvres vont passer au même endroit, ben essaie de les contourner, d'aller faire un collet, vraiment couper le sentier où ils vont passer en entonnoir. Puis après ça, tu peux faire aussi, je te dirais, un enclos. En fond, c'est bien simple. Tu vas mettre des branches de bouleau, des branches de jeunes feuillus dans un endroit. Tu vas faire un embarras avec des branches de résineux. Puis tu vas mettre 3 à 4 portes de sortie dans l'enclos avec des collets. Le collet, tu peux l'avoir ça en laiton ou sinon en stainless. Okay.
soit c'est une question de croyance. Moi, ce que je fais, je prends en laiton. C'est plus maniable, c'est plus malléable. Puis après ça, on peut les traiter. On peut les mettre, exemple, là, au préalable, là, peut-être avec il y a des lotions qui existent pour faire noircir les collets. Okay. Sinon, exemple, tu peux le mettre de manière naturelle. Moi, je conseille de prendre une petite attention particulière pour les faire noircir, pour que ça soit moins visible. Okay. Surtout partant de pleine lune. Est-ce que tu en mets beaucoup, mettons, dans un petit enclos? C'est quoi, un enclos, on parle distance minimale à respecter? Un enclos, on parlait d'une circonférence peut-être de 6 pieds par 6 pieds. Donc, un carré, là, 36 pieds carrés environ. Ça peut être 4 pieds par 4 pieds, ça peut être 10 pieds par 10 pieds. Tu fais 3 à 4 portes de sortie. Okay. Dans le centre, tu mets de la peau, des branches. Fait que ça, souvent, ça va être très pertinent, surtout quand il y a de la neige l'hiver. Pour que ce soit effectif, c'est quelle hauteur, un collet environ? Un collet, écoute, on parle... Ça doit être assez proche du sol. Regarde, c'est pas compliqué. Moi, souvent, ce que je dis à la blague, on a une main. Oui. Vous voyez la main? Ben, c'est à la hauteur d'une main. Mais la main Philippe pour les no-mains. Ouais, c'est ça, c'est différent. Ouais, c'est sûr. Regarde, moi, je dis tout le temps, là, environ 7 à 8 cm du sol. Okay. 7 à 8 cm. On met une petite branche au-dessus du collet. Il y a plusieurs vidéos éducatives auprès de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec qui ont fait des vidéos sur ce sujet. On peut aller sur YouTube, puis il y a plein d'intervenants dans l'industrie qui ont fait des vidéos sur les techniques de colletage. Mais tu sais, je connais pas personne d'insensible à la cause de donner une passion à un enfant ou même à un nouvel initié ou quelqu'un qui veut démocratiser la chasse par le lièvre. Tout le monde a un intérêt envers ça. C'est relax, on est bien en forêt. Tu sais, le lièvre, c'est vraiment sous-estimé. Puis outre, mettons, sur notre propre terrain, où est-ce qu'on peut installer des collets? T'as public, on peut... tu peux demander des permissions des agriculteurs, des propriétaires terriens. Okay. Sinon, dans les territoires de la couronne, les terres publiques, les ZEC. Mais mettons, moi, je vais sur une ZEC, je vais au parc des Grands Jardins, par exemple, je me fais une... c'est un parc national, on n'a pas le droit. Mais mettons, je vais sur une ZEC, là, c'est pas ma run de collègue. Quelqu'un peut arriver s'il peut le ramasser, ça ne m'appartient pas nécessairement. Ça, la fois, il faut s'informer aussi, je te dirais, aux ZEC, parce qu'il y a des territoires de piégeage qui ont des baux de trappage, que les trappeurs payent. Fait qu'il faut que tu t'informes auprès de tes ZEC. S'ils donnent l'autorisation, oui. Mais moi, je te dirais que si tu peux aller, tu sais, pas loin, là. Tu sais, proche de Baie-Saint-Paul, tout le tour, où est-ce qu'il y a des petits boisés, où est-ce que tu as l'autorisation d'un propriétaire, tu vas être en mesure de faire ton colletage, Juliette. Tu as parlé aussi de... vas-y. Tu me vois venir, là. Moi, quand tu me parles de récolter de la viande, je veux savoir comment l'apprêter, comment ça... Ouais. J'imagine lièvre très, très, très musclé, très nerveux. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose de mijoté, cuisson long, etc. Comment le consommer, là? Ben, mijoteuse, ça peut être pertinent. Ça faire comme un rôti, quelque chose comme ça. Ou sinon, en tourtière, tu sais, vraiment comme une manière classique. Un peu classique, là. D'un fin volard aussi, ça peut être, on peut personnaliser ça. Il y en a même qui font aussi, là, tu sais... C'est une viande rouge, c'est une viande... C'est très foncé, oui. C'est foncé? Ouais. Okay. Ça. Fait que, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un de mijoteuse, personnellement. Là, c'est une viande qui est assez corsée. Okay. Tu as parlé aussi de chasse... Excuse-moi, tu as parlé de chasse à la... J'ai un blanc, là, le oiseau, là. À la perdrix? Merci. Tu couperas. Tu as parlé de chasse à la perdrix. Où est-ce qu'on peut chasser la perdrix? C'est aussi très accessible, là. Ben, la chasse à la perdrix, on peut aller dans les ZEC, on peut aller dans les pourvoiries, on peut aller dans les réserves fauniques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités, parce qu'il y a des forfaits de chasse disponibles aussi par des pourvoyeurs et tout ça. La chasse à la perdrix, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parcourir du terrain autant en VTT, en camion, ou autant à pied. On peut y aller de manière, je te dirais, plus décontractée. On fait pas attention à nos odeurs, on fait pas attention aux bruits. On peut discuter, on peut se faire un pique-nique. On peut se faire un pique-nique, puis on peut tirer aussi profit. Qui sont opportunistes le matin, ça se tient proche des chemins le soir aussi, parce qu'ils se perchent. Puis souvent, ils vont aller à la cime des arbres, après ça, ils vont manger des bourgeons, ils vont aller au sable, dans les chemins de sable, pour consommer du sable pour leur digestion, parce que ça leur prend ça, pour leur gésier, pour bien digérer les aliments. Donc, en sachant ça, la chasse à la perdrix est très simple à faire, très facile. Pourquoi? Parce qu'on a des vieux chemins forestiers avec du sable. Après un peu de soleil, ils vont sortir d'un chemin. Mais là, c'est différent du trappage. Là, ça nous prend une arme là, pour la perdrix. On va y aller soit avec on peut y aller avec des armes de jet, un arc avec des pointes de chasse. Même à l'arc. Il y en a qui le font à l'arc. Il faut être un bon tireur. Là. Oui, puis ça prend des flèches faites pour ça, puis des pointes de chasse faites pour ça. L'arme à feu, je veux dire qu'on prend pas un calibre 12, on ne veut pas exploser. Oui, on peut y aller au 12. On va juste aller avec une gerbe de plomb beaucoup plus adaptée, avec une grenouille de grosseur 7, 7,5, 8, du 6. Tu as plus de chance à ce moment-là. Calibre 20, calibre 28, calibre 410. C'est très adapté. Puis si on veut se donner du défi, on peut y aller à la 22. Un calibre 22, là... c'est que ta balle ne sera pas explosive, puis il va falloir... la différence, elle va exploser, mais la différence, c'est que tu as un fusil, c'est une grenouille de plomb. C'est une gerbe de plomb, comparativement
à une 22 qui est une arme à percussion annuaire, qui est juste un boulet comme une carabine, un peu le même principe, juste qu'avec un boulet peut-être d'une trentaine de grains. Ça pardonne moins, pour être très précis. Il faut être précis, mais ça donne du défi, puis en même temps, ça brise moins ta viande si tu tires dans la base du cou. D'abord, on ne tire pas dans la poitrine, c'est une perdrix. Le but, c'est d'avoir une poitrine pour consommer, fait qu'on vise la base de la tête. Là. En terminant, écoute, tu as de dire que la chasse, c'est plus qu'une manière de récolter de la viande, c'est aussi une belle activité familiale, de prendre l'air, de passer du temps en famille, souvent intergénérationnel. Oui. Fait que moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est joindre l'utile à l'agréable. On fait une prospection de notre territoire de chasse. Si on a notre permis de TJB, on peut amener nos enfants, on amène une arme. Et si on voit une perdrix, on peut faire un prélèvement d'une perdrix, d'un lièvre. Puis si on a le territoire de chasse, qu'on a permission aussi pour le lièvre, après le chevreuil, on fait une prospection, on fait décoller à lièvre. Puis souvent, petit conseil comme ça, proche des sites d'apportage des chevreuils, c'est un bon endroit pour leurrer le lièvre parce qu'il va aller manger des carottes, des pommes, de la moulée. Ils vont souvent être opportunistes. Donc, près de ces endroits-là, je vais faire décoller à lièvre. Écoute, Charlevoix, c'est un très beau territoire, faut en profiter. Oui. Merci beaucoup, François-Xavier. Sortez jouer dehors, hein? Oui. Merci, bonne chasse. Bonne chasse.